notre problème de cohésion nationale qui peine à se faire depuis, et que pourrions-nous faire normalement en termes d'avenir par rapport à ça, puisque les générations actuelles refusent d'entendre raison. Et c'est ce qui aussi fait qu'on est tout le temps, tous les soirs là, en train de voir comment on peut apporter, on va dire, résolution à ça. Mais moi, qu'est-ce que je vois à ce problème de cohésion qui n'arrive pas à se faire? Je pense pour ma part que l'éducation nationale a le rôle primordial même à jouer dans dans ce cas-là, parce que je pense qu'il se doit résolument enseigner les valeurs humaines et de société aussi à à nos enfants, aux nouvelles générations qui suivent. Et parce que cette situation de tumulte, je pense, dure depuis plusieurs décennies, et nous en souffrons, quoi qu'on dise, quand même, nous en souffrons. Et ça ne peut pas être perpétuel. Donc, il faille vraiment faire un peu autrement. Et là où nous, adultes que nous sommes, nous n'arrivons pas à nous défaire de ces divisions inutiles, je pense qu'il serait irresponsable aussi dans le même temps d'infliger cette pénibilité-là à nos enfants. Et comme les parents que nous sommes n'arrivons pas à endiguer cela, je crois qu'il faut se réveiller et puis essayer de faire autrement. Ça fait quand même, on va dire, 3 décennies que nous vivons la même situation. Je pense que le temps est vraiment venu de faire autre chose. Je le répète sans doute, mais c'est ce sur quoi il faille se pencher désormais. Est-ce que c'est pas l'enseignement des bonnes valeurs à nos enfants à l'école qui pourra sans doute résorber cette situation, puisque nous, adultes qui sommes là aujourd'hui, n'entendons pas raison. Et dans ça, qu'est-ce qu'il faut? C'est la préservation de la société dont il s'agit. Excusez-moi, pardon. Et donc, il s'agit là de la préservation même de la société dans l'enseignement qu'on va apporter à ces générations-là qui nous suivent. Dans cette préservation de la société, moi, j'y vois la protection pour les compter, si je dois les citer, il y a la protection de l'intérêt général lui-même, il y a le travail, il y a le respect de l'autre, il y a l'indispensabilité de jouer sa partition en tant que membre de sa société. La cohésion nationale, qui, comme j'ai cité tout à l'heure, doit faire partie de tous ces enseignements de valeurs, et il y a bien d'autres encore. Mais c'est juste donner un peu une idée de ce qu'il faille, de ce dont il faille tenir compte pour résorber cette situation qui ne doit plus durer. On ne peut pas dire qu'on trouve tout ce qui a été cité là dans notre culture. D'ailleurs, même, c'est quoi notre culture éclaireur? Je ne sais pas si vous en avez connaissance, mais moi, en tout cas, j'arrive pas à mettre le doigt sur quelque chose qui fasse vraiment notre culture. Et donc, le défi de se revaloriser repose pour moi essentiellement sur qui est en charge de notre éducation nationale,
selon si cette personne vise à le relever en fait ou pas. En tout cas, il serait instructif pour tout, il serait instructif pour tous que Marietou se convoque, si je peux me le permettre, de nous faire une mise au point, qui ne pourra que nous faire du bien à nous tous dans le domaine de son travail. C'est-à-dire quoi? Marietou peut sortir et puis nous dire, voici ce que je veux faire, voici telle situation, voici comment est la situation, voici ce que je veux faire et dans quel délai je vais pouvoir le faire, ainsi de suite. Et ça ne pourra que nous être bénéfique à nous tous. Donc, Marietou, venez nous parler de ce que vous pouvez, de ce que vous voulez faire, de ce que vous pouvez faire et comment vous allez le faire, dans quel délai pouvez-vous le faire. Tout ça, ça peut paraître banal, mais bien au contraire, c'est quelque chose qui nous apporterait beaucoup à nous tous. Sinon, jusque-là, on est un peu perdu, il faut l'avouer. Et cette situation de division qu'on a dans le pays, il commence à être un peu trop lassant. Et votre département a un rôle très important à jouer dans cette situation. Sinon, si on doit continuer comme ça, je pense que nos enfants subiront le même sort que nous avons aujourd'hui et nous ne voulons pas de ça pour nos enfants. Ce que je pourrais dire sur ce cas, c'est un peu ça et c'est ce que je voulais exprimer, faire une interpellation à Marietou, de voir comment, dans quelle mesure elle peut apporter quelque chose de bien à cette situation de division nationale, je vais dire ça comme ça. Mais éclaireur, cela m'amène aussi à parler aussi on va critiquer un peu Madame Nasselema Touré aujourd'hui, ce soir-là. Voici une personne qui est nommée ministre et qui est aussi maire d'une localité. De ces deux fonctions-là que la dame a, son bilan, sauf si je me trompe, vous m'arrêtez, mais son bilan est 0 et pourtant, elle est tout à l'aise avec ça. On voit une Nasselema Touré qui est plus dans le mannequinat, je peux dire ça comme ça, comme si cela pouvait nous intéresser réellement. Non, madame, non. Quelle insouciance de votre part, quelle médiocrité même, quel manque de civilisation vous avez. Mieux même, quelle ignorance absolue pour quelqu'un qui a étudié, travaillé et vécu aux États-Unis d'Amérique. Mais la personne est d'une incapacité totale à réaliser quelque chose. De grâce, comment fait-on quand on est un gouvernement responsable aussi pour garder une collaboratrice qui n'a de souci que d'être belle, de paraître, prenant presque chaque semaine à afficher un nouveau portrait d'elle-même, pas étant sur un chantier, mais dans un cadre de, on va dire, photoshooting. Est-ce à dire que dans notre gouvernement, là aussi, il nous faut de l'ornement, comme Nasselema Touré nous en donne plein la vue, quand même. Cette façon de nommer aussi les administrateurs, façon dans laquelle même on ne cherche pas à tenir compte de leurs compétences et engagements
encore moins ce qu'il pourrait produire. Éclaireur, quand on voit tout ça, franchement, il y a de quoi s'interroger sur les défis que nous avons à relever. Et ces défis, ils paraissent de plus en plus lourds quand on entend encore le scandale de 875 000 qu'aurait versé le Cimétail dans la caisse de l'État comme recette ou comme, je sais pas, redevance. Je pense quand même qu'il y a problème, il y a problème qui n'est pas propre seulement au RHDP ou au RHDP actuel, mais qui a toujours été, voilà, c'est un peu notre système, c'est notre culture, de laisser les hommes, les représentants d'État, nous le faire comme ils l'entendent, comme ils le veulent, à tout moment qu'ils le veulent, aussi longtemps qu'ils le veulent. Et ça, franchement, il faut que nous travaillions à ce que ça s'arrête. Aujourd'hui, les enjeux sont de taille et je ne pense pas qu'avec tout le travail que le président fait, comme le président s'est investi dans cette Côte d'Ivoire-là, d'autoriser que toutes ces choses continuent de perdurer, ce sera aussi responsable de notre part à nous-mêmes en tant que citoyens, de garder des improductifs comme ça aussi longtemps et tout le temps, et les nommer et les renommer, je crois que ça en fait trop. Éclaireur, merci beaucoup. Ok. Vraiment, merci beaucoup, cher maire. Merci du temps que vous avez pris pour exposer des réflexions encore hautement utiles. Et relativement à la dernière, je serai vraiment de tout avis avec vous. À la fin de la journée, chacun de nous donne le sens qu'il veut à son existence. Si quelqu'un a décidé d'être une pom-pom girl du gouvernement, d'être un mannequin du gouvernement, malheureusement, c'est aussi ça. C'est un choix, mais c'est un choix honteux. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Malgré les conseils et autres, la personne est convaincue que cela va lui apporter son bonheur. On ne fait que regarder. Et donc, à cet effet, ne vous inquiétez point. Parce que ce qui est déjà gâté est déjà gâté. Ça, au moins, c'est une évidence empirique. Et j'allais revenir sur une problématique que vous avez posée. Et cher maire, moi, je suis très heureux. En Côte d'Ivoire, quel est l'avenir qu'on réserve à nos enfants? Vu que nous, les adultes d'aujourd'hui, sont dans les incompréhensions des uns des autres et que cela, depuis 30 ans, cela continue. Mais cher maire, c'est en même temps aussi une lecture qui n'est pas juste. Pourquoi pas juste? Parce que moi, je prendrais cette lecture-là depuis l'époque de la colonisation. Je parle de la Côte d'Ivoire moderne, c'est-à-dire la période antécoloniale pour venir à la période postcoloniale. Anté, ça veut dire avant la colonisation. La Côte d'Ivoire, même si elle n'existait pas officiellement avant 1960, il y avait en tout cas une certaine Côte d'Ivoire. J'ai déjà expliqué ça dans d'autres émissions. Je vous ai parlé de la colonie de Kong, je vous ai parlé de la colonie de Dahomey, je vous ai parlé de la colonie de Bissandougou. Il y a 2 ou 3 ans, je ne me souviens plus, mais j'ai déjà fait une émission sur ça. Et donc, ceux qui veulent, vous pouvez aller voir ces émissions-là. Mais pourtant, ces mêmes populations-là vivaient avant l'arrivée des Blancs, qui sont venus, qui les ont d'abord divisés par des colonies. La Guinée actuelle, on appelait ça la colonie du Bissandougou. Le Bénin, la Guinée actuelle s'appelait la colonie de Bissandougou. Le Bénin actuel s'appelait la colonie du Dahomey. Et la région de Côte d'Ivoire, qu'on connaissait, s'appelait la colonie de Kong. Allez me faire une cartographie des différentes variantes de personnes qui vivent là-bas. Et comme ce ne sont pas les seuls partis, est-ce que les gens vivaient autant mal et dans la suspicion comme c'est le cas aujourd'hui? Si nos ancêtres ont pu vivre en bonne intelligence, malgré que le monde n'était pas développé, où les gens ne connaissaient pas les autres, mais ils étaient capables de respecter leurs droits et chacun connaissait les territoires de l'autre et les respectait, et que les Blancs sont venus à partir de 1960, on va nous dire qu'ils sont restés en Allemagne, ils ont divisé. Mais dans ça, là, les Blancs ont pu contrôler les populations qui sont là. Ils ont mis une langue, ils ont mis une manière de réfléchir, ils ont mis un système éducatif, ils ont mis une manière de fonctionner. Et tout a marché. Aux indépendances, les pères fondateurs prennent la nation. Si vous remarquez très bien, les pères fondateurs des nations,
que ce soit Sékou Touré lui-même, que ce soit Modibo Keïta, que ce soit Félix Houphouët-Boigny, que ce soit Kwame Nkrumah, que ce soit Mobutu Sese Ouazabango, vous allez voir que dans ces pays-là, au moment où ces personnes étaient là, où on accusait d'être dans le parti unique, c'est vrai que c'était la dictature, mais les gens étaient obligés de vivre ensemble. Et les conneries de guerre ou de manipulation n'étaient pas à l'ordre du jour comme aujourd'hui. Il est utile qu'on prenne toutes ces étapes-là pour montrer aux gens, là maintenant, quand on va venir toucher du point l'erreur qu'on fait actuellement, là, tout le monde va se rendre compte. C'est pourquoi je suis allé avant la colonisation, pendant la colonisation, après la colonisation, et maintenant. Quel est le plus grand drame dans nos pays? Les plus grands drames commencent à partir de 1990. Ou si vous voulez, de façon globale, à partir des années 1990. On parle du multipartisme. Ça veut dire que dans nos États, on peut créer plusieurs partis. Ce qui est une très bonne chose en apparence. Mais est-ce que les mentalités étaient prêtes à assumer la responsabilité qui allait avec? Parce que si moi je vous offre le plus bel habit, mais que j'oublie de vous ajouter le prix avec lequel vous allez coudre l'habit pour que ça vous tombe à votre taille, c'est que je vous ai trahi quelque part. Je peux vous offrir le meilleur habit que vous voulez, mais si je ne vous donne pas les moyens de le coudre pour que ça vous prenne bien au corps, c'est comme si je n'ai pas fait mon travail. Et c'est ça qui a été le problème des Africains. Et les pères dirigeants qui avaient compris ça à la conférence de Bâle, cher mère, merci beaucoup, étaient inquiets. Parce qu'ils ont compris que ça leur a apporté ce qu'eux ont pu acquérir et maintenir, la stabilité qu'ils ont pu maintenir avec le parti unique. Ils ont compris que ce désordre idéologique, la multiplicité des idées va conduire au désastre. Parce que pourquoi? Parce que chaque peuple a le droit de garder ses coutumes et us. Chaque peuple a le droit de penser que c'est sa manière de vivre qui est la meilleure au monde. Et nos pays africains là, dans certains pays comme la Côte d'Ivoire, on a 60 ethnies, 62 ethnies. Dans certains pays, on ne peut pas compter. Quand tu vas au Congo, Kinshasa, tu ne peux pas compter le nombre d'ethnies. Mais moi, je pense que ma culture vaut mieux que toi. Psychologiquement, je pense que je suis plus apte à te commander. Voilà le premier problème de nos pays. Mais l'Occident l'a fait exprès. Parce que l'Occident a compris que si nos États restaient stables, parce que le drame, ce n'est pas le parti unique, le drame, ce n'est pas la dictature. Parce qu'il y a eu des dictatures qui ont été bénéfiques. Et je mets les Occidentaux à défi de me dire, si la reine d'Angleterre ne gouverne pas avec dictature, je mets les Occidentaux au défi de me dire, si Louis XIV n'était pas un dictateur, je mets les Occidentaux, n'importe quel occidental, je le mets au défi de me dire comment leur système politique a évolué et qui sont ceux qu'on appelait les dictateurs. Et pourquoi les appelait-on les dictateurs? C'était vu comme une bénédiction à un certain moment dans l'Europe. Le mot dictateur que vous voyez là, l'Europe dans sa phase de construction où il fallait remettre les hommes, construire l'homme et mettre les idées ensemble. D'abord, le système politique, il était utile qu'il y ait des hommes forts pour mater toute velléité pour pouvoir aller vers un objectif final. Au niveau des sciences, on a assisté à la même chose. Pendant la période des années des Lumières, où on a permis à tous les esprits d'éclore, à un certain moment, il était devenu utile qu'on puisse mettre tout ensemble pour faire une somme. Mais on a marché sur certains. Il a fallu qu'on élimine certains. Parce que dans la vie, en fait, la vie, ce n'est que la synthèse de tout un ensemble. Et malheureusement, la base fondamentale qui fait défaut dans nos pays, c'est que nous avons d'abord pris des modèles politiques qui sont différents de nos modèles africains, mais qu'on copie mal. Mais dans le cas particulier maintenant de la Côte d'Ivoire, et c'est pourquoi, de façon globale, vous allez voir que la multiplicité des guerres civiles, c'est avec à partir des années 90. Mais la particularité en Côte d'Ivoire, c'est qu'avec le multipartisme, beaucoup de personnes vont se mettre dans la politique.
Un parti politique est un instrument privé qui est basé sur une idéologie. Et on veut prendre cette idéologie-là pour convaincre le peuple. Si on arrive à convaincre le peuple, on prend cette idéologie-là, c'est dans les idées, et on prend ça et puis on transforme ça en réalité avec les moyens du peuple. C'est ça qu'on appelle la politique. La politique, là, moi et puis Doumia Mamadou, moi et puis Eric Bakayoko, moi et puis Maire Soukoulé, moi et puis Maire Aki, moi et puis Maire Sali Kone, on peut se mettre ensemble avec Maire Fiona Kora. Si on forme un parti politique, là, c'est un groupement privé. Maintenant, comme on a des idées, là, nous, on pense que nos idées peuvent aider notre société à évoluer, là. On va maintenant devant le peuple, on leur dit, voilà nous notre idée. Et nos idées là, si vous acceptez de nous mettre devant vous, nous ce qu'on pense dans nos idées là, on va prendre les moyens, l'argent de l'État pour réaliser ça. Et puis ça sera bien pour nous tous. Voilà le rôle d'un véritable parti politique. Mais le problème en Côte d'Ivoire, au lieu de fonctionner avec la diversité des idées et des idéologies, pour convaincre le peuple et pouvoir mettre dans la réalité nos projets, les partis politiques se forment, mais comme des groupements oligarchiques, comme des groupements d'intérêts particuliers qui veulent venir pour s'accaparer, pour prendre de force les ressources de l'État pour bien vivre. Et donc, dès cet instant, l'idée est déjà faussée. L'idée est faussée parce que l'intention n'est pas bonne. Or, si l'intention n'est pas bonne, tout ce qui ressortira sera soit faux ou même sera pour tromper le peuple. Et on va constater, il y a des gens qui se disent, comme l'objectif c'est de venir prendre le pouvoir pour bien vivre, en ce moment, donc qu'est-ce qu'il faut dire au peuple qui l'aime? Et c'est là qu'on va voir des gens comme des démagogues, comme des flagorneurs, comme des magiciens de mauvais goût comme Laurent Gbagbo. Ils tombent dans le mensonge facile pour dire au peuple, regardez ici, là, c'est un voleur. Regardez ici, là, on peut faire université ici. On peut faire route ici. On peut faire ça. Mais quand eux-mêmes, ils viennent au pouvoir, comme ça n'a jamais été leur intention, alors que c'est ce qu'ils avaient dit qu'ils allaient faire, à partir de ce moment, comme ils savent qu'ils ne vont pas faire ce qu'ils ont dit, ou même ce dont ils ont critiqué les autres avec, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tomber dans la politique de la diversion. Il faut retromper le peuple à nouveau en créant des nouveaux problèmes. Et ces nouveaux problèmes, c'est quoi? Il faut trouver de toutes pièces des ennemis pour cacher leurs propres faiblesses ou les manquements qu'eux-mêmes ont à leur propre sein. Il faut donc créer de toutes pièces pour dire, si vous souffrez aujourd'hui, chers Ivoiriens, ce sont les djoulas là. Ils ont le commerce. Ils veulent prendre le pouvoir. Non, quand tu prends le pouvoir, tu t'assures que c'est les moyens de tous les citoyens que tu as. Tu t'assures que tous les citoyens sont mis au même niveau. Oh non. Puisque eux, leur objectif, c'était de prendre le pouvoir pour bien vivre. Et ils ont créé un clan que j'ai appelé une oligarchie pour s'accaparer des biens, pour braquer les biens de l'État. Quelqu'un qui a l'idée de braquer les biens de l'État, est-ce que lui va faire du bien? Et donc, il va créer plus de problèmes. Et l'un des problèmes en Côte d'Ivoire, c'est qu'il faut créer de toutes pièces une division ethnique. Et Laurent Gbagbo ainsi que Bédié l'ont bien réussi. Et ils ont planté le décor. Et c'est l'élément le plus évident. Il faut dire que ceux-là sont des vrais Ivoiriens, ceux-là sont des faux Ivoiriens. Il faut dire que d'autres sont des assaillants et d'autres sont des patriotes. Il faut criminaliser un peuple et en même temps donner une volonté de puissance à l'autre pour tuer. Une fois que cet esprit rentre dans la tête des mentalités, on sait qu'on est dans un environnement où les personnes intellectuellement aptes ne sont pas nombreuses. Mais si on vient me dire que mon peuple est mieux que pour l'autre, mais forcément l'orgueil que je ressens là va me conduire à l'étape supérieure. Je peux animaliser l'autre et même attenter à sa vie. C'est ce qui est rentré en Côte d'Ivoire. Et donc, vous avez bien touché un point. Vous avez dit que la ministre de l'Éducation et de l'Alphabétisation devrait aller plus loin dans ce secteur. Chère mère, elle n'a rien à faire là-dedans et elle ne peut rien faire et elle ne doit rien faire. Oui,
Le rôle fondamental de l'école, c'est la connaissance académique. Oui, c'est un plus. C'est un plus quand l'école vient pour mettre la morale à l'école. Sinon, le vrai fondement de l'école, c'est pas d'aller dire à quelqu'un il faut respecter les parents. Non, 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 non. C'est de dire 2 plus 2 font 4. C'est de nous apprendre quelque chose intellectuellement. Si ton enfant est mal élevé, c'est que toi-même, le parent, là, c'est parce que tu es défaillant. C'est pourquoi ton enfant est comme ça. Et ce n'est pas le rôle. Le premier rôle d'un parent, c'est d'élever moralement son enfant pour en faire un individu apte pour pouvoir vivre en société. Le rôle de l'enseignant, c'est de faire de l'enfant ou même de l'apprenant un homme qui maîtrise un savoir ou bien un domaine du savoir. Et donc, vouloir tout remettre sur l'enseignement académique, ce serait faire fausse route. Parce que si on dit à Marietou que c'est elle qui doit faire le travail, alors que l'enseignant, on dit que les adultes ont échoué. Or, l'enseignant d'aujourd'hui est parmi les adultes. Donc, c'est un individu défaillant qui va enseigner à nos enfants. Vous voyez que ça ne passe pas. Mais la vraie problématique et les vraies solutions résident au sein de nous-mêmes, les populations. Et quand je parle des populations, je veux parler de nous, les dirigés, et des dirigeants. Les dirigeants, c'est qui? Vous avez bien posé une question qui est essentielle. Vous avez dit, mais c'est quoi même la culture d'un peuple? Et c'est là que maintenant, je vais donner la solution. La culture d'un peuple. Si tu veux connaître la culture d'un peuple, pour aller rapidement, il faut savoir qu'un peuple là, c'est un groupe de personnes. Ils vivent dans un endroit, sur la terre. C'est ça qu'on appelle leur environnement. Comme ils sont dans leur milieu environnant ou même dans leur milieu où ils vivent là, ils ont des besoins. Et donc, en fonction de leurs besoins là, ils vont développer des qualités. Mais ils vont aussi avoir des défauts. Et donc, quand on met toutes ces qualités, avec ces défauts, et puis les réalités de leur environnement ensemble là, le résultat que cela donne là, c'est ça qu'on appelle la culture d'un peuple. C'est pourquoi tu verras un peuple qui dit, chez nous ici, si tu veux montrer que tu es un vrai garçon, il faut voler une femme. L'autre va te dire, chez nous ici là, il faut que tu donnes dot. Dans d'autres cultures, on va te dire, une femme peut marier 5 hommes. Dans d'autres cultures, on va te dire, une femme ne peut pas marier plus d'un homme. Dans d'autres cultures, on va te dire, non, la femme peut marier un homme. Dans d'autres cultures, on va te dire, non, c'est l'homme qui doit marier la femme. Donc, vous voyez les différences, les différences culturelles. Tout ça, c'est en fonction des environnements. Mais chacun réagit en fonction de ses besoins dans son environnement et fait la synthèse de ce qu'il arrange pour évoluer dans sa vie. C'est ça qu'on appelle la culture. Et donc, dans notre bagage culturel, nous les dirigés, on a des chefs traditionnels, on a des chefs de famille et on a les dirigeants politiques. Le premier problème qui va résoudre le problème de la Côte d'Ivoire, de ce moment en 2023, c'est que les Ivoiriens, que ce soit ceux qui sont au pouvoir, que ce soit ceux qui ne sont pas au pouvoir, c'est que tout le monde voit les vrais problèmes, mais personne parmi nous n'a le courage de dire il est temps qu'on s'asseye, qu'on se regarde pour se dire la vérité. Voilà une société où les gens agissent en fonction de leurs intérêts du moment. Comme aujourd'hui on est au pouvoir, donc on est contre les coups d'État, on ne veut pas, c'est comme ça. Sinon, pourquoi aujourd'hui Laurent Gbagbo applaudit les faiseurs de coups d'État? Parce que personne ne veut voir la vraie vérité. Chacun voit sa vérité individuelle. Alors qu'on peut se surpasser et se dire, il est temps qu'on s'asseye tous pour qu'on se dise les vraies vérités. Et si on accepte ça, on va donc de facto voir les vraies victimes et chacun verrait ses vrais problèmes en face. Si tu ne veux pas dire tes problèmes, moi je vais les dire. Si moi aussi je vais cacher mes problèmes, tu as le droit de les dire. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est d'abord un vrai problème de vérité. Laurent Gbagbo a organisé un dialogue national à l'époque. Mais les résolutions là, est-ce qu'eux-mêmes pendant la résolution, ils n'ont pas saboté? Voyez-vous, ça ne marche pas. Les résolutions de Bani là, ça allait où? C'est qu'on peut critiquer chez l'autre. Celui qui peut exister, c'est l'autre aussi. Et donc, c'est là que tu vois que la volonté politique même, de part et d'autre, ou même dans un certain sens, n'a pas intérêt à ce que le peuple soit en paix. Mais comme le peuple lui-même ne tire pas les leçons des conséquences qu'il subit, il se laisse abuser et il se laisse distraire en faisant des choix faciles.
c'est dans les choix faciles là qu'on est en train de compromettre l'avenir de nos enfants. Parce que le choix de la responsabilité, il est difficile à assumer. Parce qu'on va se regarder en face pour se dire les vraies vérités. Et ça, les Ivoiriens ne sont pas prêts à le faire. Et donc, tant que les Ivoiriens ne sont pas prêts à faire cela, ça ne changera pas. Et les adultes de demain seront encore des adultes défaillants parce que ce sont les adultes défaillants d'aujourd'hui qui leur auraient enseigné ça. Et donc, c'est pourquoi nous disons que pour résoudre le vrai problème ivoirien, il faut d'abord mettre en vérité les Ivoiriens l'un à l'autre pour qu'on se dise les vraies vérités. Et quand ces vérités-là auront été dites, qu'on reparte sur des bases saines pour dire à chacun, voilà ce qui n'est pas bon qu'il ne faut plus refaire. Et voilà ce qui est bon qu'il faut faire. Et que chacun s'y mette avec sincérité. Vous verrez qu'il n'y a pas de problème. Pourquoi il n'y a pas de problème? Autant de fois, pourquoi les gens ne s'entretuent pas? Et pourquoi depuis qu'Alassane Ouattara est là, vous n'attendez pas qu'il y a telle ethnie qui allait faire ça, ou bien on est en train de chercher à faire cohésion sociale? Et même si vous remarquez bien, quand ils ont fait leur soi-disant réconciliation, comment ça s'est terminé? Le ministre de la Réconciliation même est venu dire que ça ne marche pas. Mais depuis le départ, on vous avait dit ça. Et on a vu des gens se casser les gueules pendant des soi-disant séances de réconciliation. Ça veut dire que la volonté n'y est pas. Et dans toute chose, quand il n'y a pas de volonté, c'est une perte de temps. Et donc, pour résoudre la question, il faut une volonté d'abord des gens à accepter la vérité et à se dire la vérité. Et deuxième chose, une volonté de vouloir vivre ensemble sur des principes humains qui garantissent la liberté à chacun. Une fois qu'on a compris ça, il n'y a pas de problème en Côte d'Ivoire. C'est comme ça que j'allais donner la réponse à votre question. Vous savez, la réponse est tellement bien développée que je ne sais quoi vous dire. Mais en même temps, il y a une appréhension qui est du fait que en vous entendant, c'est un peu comme une histoire sans fin, en fait. Non, il n'y a pas d'histoire sans fin. Les gens sont pas... Non, il n'y a pas d'histoire sans fin parce que tôt ou tard, si l'histoire ne finit pas, nous finirons par nous finir nous-mêmes. Donc ne vous inquiétez pas. On va se neutraliser, s'anéantir nous-mêmes et l'histoire prendra fin. Et ça aussi, oui, non, je vous assure que c'est aussi une fin. Parce que si nous ne prenons pas conscience en tant que des humains pour garantir, et on n'a pas honte de ce qu'on pose aujourd'hui, ce sont les problèmes qui auront raison de nous. Et là, je le dis toujours, ça fait rire les gens, mais ce sont nos ennemis qui vont prendre notre place. Et puis le monde se porterait mieux. En tout cas, merci. Merci. Vraiment, pourtant, on a tout ce qu'il faut dans ce pays-là pour régler le problème. Hein. On a les stages, s'il y en a bien sûr, on a les têtes couronnées, on a les chefs de... Voilà, tout niveau, tout type de personnes pour pouvoir régler le problème. Mais comme vous l'avez si bien dit, nul ne veut accepter d'avoir tort. Voilà. Bon, on est dedans. On va toujours continuer à sensibiliser. Peut-être qu'un jour, des esprits plus forts nous entendraient et ça va booster notre vision. Et moi, j'ai toujours confiance en la vie. Rien ne reste statique. Tout change. Et j'aime beaucoup un verset du Coran qui dit que près de la grande difficulté, il y a certes une facilité. C'est pour nous parler de la dualité de l'existence. Quand tu es dans le bonheur, dis-toi que le malheur vient. Et quand tu es dans le malheur, dis-toi aussi qu'il y aura forcément un temps de bonheur. Mais comment tu gères cela? C'est dans cela que se retrouve en fait la difficulté. Et donc c'est aux Ivoiriens de prendre conscience. Sinon, en tout cas, nous on dit ici, dans le fond, comme je le dis là, nos messages là, c'est la même chose qu'on répète tous les jours. Hein, en espérant que ça va toujours... Parce que celui qui parle, c'est comme un pêcheur. Tu jettes ton filet dans la mer, c'est peut-être un morceau de bois que tu auras, mais un jour aussi, tu peux prendre aussi une baleine. Hein. Et donc, ne désespérons pas de ce que nous faisons, chère mère. Ça, je vous l'ai déjà dit. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons, nous posons peut-être quelque chose qui est nouveau, mais notre message a le mérite d'être vrai. Vrai parce que nous ne disons pas que nous voulons quelque chose pour nous-mêmes ou bien que nous voulons quelque chose pour une partie. On dit que tout le monde mérite de vivre. Mais toi-même qui es l'opposant là, il faut venir me dire que tu ne mérites pas de vivre. Et donc, continuons. Un jour, quand ça va les arranger là, ils vont prendre nos émissions pour dire qu'il y a des gens qui disaient ça, on ne voulait pas, mais aujourd'hui, c'est la vérité. Continuons. Ouais.
Ouais. En tout cas, bravo, bravo pour cet exposé, vraiment tellement complet, tellement riche, qu'il faille s'en inspirer et puis en arriver à quelque chose de bon. Hmm. Merci beaucoup, éclaireur, comme toujours. Merci beaucoup. Merci infiniment, cher mère. On va vous souhaiter une excellente soirée du côté de Londres et bien des choses à toute la famille. Merci Je vous en pareillement de prie. votre côté. Merci Bonne beaucoup. suite d'émission à tous. Merci beaucoup.